Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Camouflet pour la France, encore un. La Pologne a annoncé vendredi 28 octobre qu'elle allait privilégier l'industriel américain Westinghouse au concurrent français EDF pour démarrer son programme de 6 réacteurs d'ici à 2040. La technologie AP1000 de Westinghouse est donc favorisée face à l'EPR 3e génération français. Dur pour l'entreprise française qui encaisse le colibet à 40 milliards d'euros passés sous son nez, avec un goût amer d'une proposition américaine de Westinghouse, dont les turbines portaient pourtant il y a peu le drapeau français. Car oui, les turbines de Westinghouse sont les fameuses Arabelle d'Alstom vendues par un certain Emmanuel Macron à General Electric en 2014. Alors le dépeçage du secteur énergétique français avait bien déjà commencé, mais cela ne fait qu'empirer, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, quel avenir pour EDF ? Après avoir privatisé EDF puis ouvert le marché à la concurrence sous de précédentes mandatures, Elisabeth Borne, Premier ministre, a annoncé en juillet dernier vouloir renationaliser EDF, rappelez-vous. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs même, d'autres ont pu prendre avant nous dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Sur le papier, c'est très beau, renationaliser au nom de la souveraineté nationale, annoncée par la même qui, en 2019, elle était alors ministre de la Transition écologique, avait appelé EDF à réfléchir à son rôle au cas où un scénario 100% énergie renouvelable serait développé par le gouvernement, donc déjà pas très rassurant. Certains parlementaires se méfient d'ailleurs de cette annonce d'Elisabeth Borne. Écoutez le député Philippe Brun. Alors Philippe Brun est député socialiste de l'Eure, rapporteur spécial de la Commission des finances sur les participations de l'État. Et c'était le vendredi 21 octobre, il s'interrogeait sur les véritables intentions du gouvernement vis-à-vis d'EDF. Il y a 2 ans, on a appris dans la presse que le gouvernement avait un projet de démantèlement d'EDF. Ça s'appelait le projet Hercule. Et puis ce projet a soi-disant été abandonné. C'est ce que dit d'ailleurs la note qui est annexée à l'offre publique d'achat, l'OPA, qui est en train d'être faite sur EDF. Mais nous n'y croyons pas. Aucun des syndicats de l'entreprise n'y croit. Aucune des associations des usagers n'y croit. Car la Commission européenne, elle, a demandé à l'État français le démantèlement de cette entreprise. L'opacité dont fait preuve le gouvernement en ne répondant à aucune de mes demandes de documents nous laisse penser effectivement qu'il y a anguille sous roche. Et je viens ici m'en assurer. Alors voilà, du projet Hercule à la défense de la souveraineté nationale, on peut en effet se poser des questions. Alors Philippe Brun, qui est rapporteur spécial de la Commission des finances, peut profiter de ce statut de rapporteur spécial pour demander de consulter les documents de Bercy. Alors il les a demandés, Bercy n'a rien envoyé, il est allé les voir, les chercher lui-même, ces documents de travail du gouvernement à Bercy. Écoutez-le, il revient de Bercy. J'ai effectivement eu accès à des informations confidentielles sur la situation d'EDF, également sur les intentions du gouvernement. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'une partie de ces informations sont couvertes par le secret des affaires. Donc je dois faire aujourd'hui une analyse juridique pour savoir ce que je peux communiquer au grand public. En tous les cas, ces informations seront dans le rapport que je présenterai dans quelques semaines à la Commission des finances. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai vu ne m'a pas rassuré. Voilà, c'est pas très rassurant tout ça, Philippe Brun. Alors quel avenir pour EDF et plus largement pour la filière énergétique française ? Et puis voilà, l'histoire un petit peu du dépeçage de ce secteur pourtant clé et sur lequel nous étions très forts en France, eh bien c'est le sujet de notre table ronde. Et pour en parler, nous sommes avec Guy de Lafortelle, bonjour. Bonjour Clémence. Très heureuse de vous avoir en studio. À mes côtés, vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre d'actualité L'investisseur sans costume. On a entendu ici même votre chronique que les auditeurs peuvent retrouver désormais sur YouTube où vous revenez sur le cas Alstom et EDF. Et puis nous sommes avec Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet.
Bonjour Clémence Diakova. Vous êtes expert en politique énergétique et auteur de ces 2 livres, hein, Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Alors peut-être pour commencer, puisque Guy de Lafortelle, vous l'avez déjà travaillé en chronique, je vais vous demander de me faire un petit historique du dépeçage de ce secteur, en commençant peut-être par Alstom. Ah, vous avez 4 heures devant Oui, vous. c'est ça. Non, 5 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on repart à la fin du XXe siècle, à l'époque où se constitue Areva et où l'énergie française est à son sommet, où EDF est probablement l'une des entreprises les plus puissantes du monde, où on a réussi en une vingtaine d'années à faire un parc nucléaire que personne d'autre n'a réussi à égaler en si peu de temps, avec autant de qualité. Et à partir de ce moment-là, on se dit qu'il va y avoir un marché mondial qui va se développer très fort et qu'il va y avoir des grands champions et qu'il va falloir structurer le secteur français. Donc on crée Areva, avec Madame Lauvergeon à sa tête, malheureusement. Et très vite, on sait qu'il va falloir que Areva s'associe. Et il y a très vite deux stratégies, soit d'allier ça avec EDF, qui est vraiment à la fois le partenaire et le concurrent. Les gens d'Areva et les gens d'EDF peuvent pas se blairer généralement, excusez-moi. Soit au contraire d'avoir un partenariat beaucoup plus industriel avec Alstom, en particulier pour les turbines, et éventuellement Bouygues pour faire les bétons. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'image d'un côté de gens qui vont dire il faut un champion industriel qui va être capable de livrer des centrales clés en main. Et donc ça, c'est Areva, Alstom, Bouygues, tous ces gens-là, on les met ensemble et on fait un grand champion. La critique étant oui, mais vous allez privatiser ces choses, vous allez privatiser Areva et ça, c'est pas bien. Donc il vaut mieux les mettre dans les bras d'EDF, mais EDF, ça n'avait pas beaucoup de sens, parce que EDF, c'est quelqu'un qui gère un réseau, et il n'y a pas de raison qu'il aille faire des centrales pour ses concurrents. Enfin, c'est moins évident d'un point de vue purement industriel. Et ce qu'on revoit aujourd'hui, c'est que finalement, c'est bien EDF qui est en train de tout récupérer, qui a récupéré une grosse partie d'Areva. Je tiens à dire qu'Areva, il y avait 30% de... Siemens, c'était dans Areva à hauteur de 30%. Donc quand on parle de souveraineté européenne et quand on dit qu'il faut qu'on fasse des choses au niveau européen, on est en train de rétro-pédaler. L'EPR, c'est un projet franco-allemand au départ. Areva, il y a Siemens qui a 30% dedans, ils n'étaient pas mécontents d'être dedans, c'est Emmanuel Macron qui les a virés. C'est toujours bon à rappeler. Oui, tout à fait. On est en train de faire de l'Europe à l'envers. De toute façon, pardon, mais l'Europe, quand on voit la dernière décision de la Pologne, on voit bien que c'est l'Europe, enfin la solidarité européenne, cette Europe pour laquelle la France paye des subsides, finalement, aucune promesse n'est tenue, aucune promesse de solidarité, etc. Fabien Bouglet à ce sujet d'ailleurs. Écoutez... C'est très simple parce qu'on a parlé de la décision de la Pologne de prendre les réacteurs nucléaires américains et on ne parle pas de la décision de la Hongrie. Et j'ai été interrogé par la radio nationale hongroise en juillet dernier au moment où j'avais fait une tribune un peu retentissante dans le Figaro, où j'avais répondu au Figaro et j'avais suggéré aux Hongrois de travailler avec la France pour développer ces centrales nucléaires qu'ils veulent développer en Hongrie. Et on a appris tout récemment que la Hongrie avait choisi la Russie pour développer ces centrales nucléaires en Hongrie. Donc d'abord, ce qu'on voit, c'est que il y a une dynamique de développement du nucléaire dans le monde, la Pologne, la Hongrie, les États-Unis qui ont développé pour le réacteur à neutrons rapides et qui ont récupéré, Bill Gates qui a récupéré plusieurs milliards pour développer ce réacteur. Et on a un peu le sentiment que EDF, qui, comme il vient d'être dit, était le champion du monde de l'électricité, un des structures les plus exportatrices d'électricité dans le monde, se retrouve saboté, à la fois sabotage intellectuel, sabotage financier, sabotage scientifique, sabotage même sécuritaire. On instrumentalise la sécurité pour empêcher la production d'électricité au moment où le prix spot permettrait justement de renflouer de manière très rapide les fonds d'EDF. Et on assiste sous nos yeux, ce que j'avais annoncé d'ailleurs dans mon livre Nucléaire, les vérités cachées, à une dégradation extrêmement rapide de la capacité d'EDF. Et ça, c'était depuis des années voulu par les associations environnementales comme WWF ou Greenpeace, qui sur leur site parlaient de murs d'investissement pour EDF, de
dégradation, de démantèlement. Et donc, aujourd'hui, EDF, il faut bien comprendre, est une cible majeure dans cette guerre économique mondiale que nos gouvernants n'ont pas intégrée et ils s'agitent pour essayer de récupérer EDF dans des soucis bassement politiciens. Hein. On aura probablement l'occasion de revenir sur le sujet. Et derrière, effectivement, cet historique qui a été fait, on est dans une situation extrêmement grave. Et moi, j'alerte, on est plusieurs à alerter. Hein. Il y a Marc Andelwed qui l'a fait, il y a Géraldine Vosner dans Le Point sur le nucléaire, qui a parlé d'ailleurs, et j'étais assez heureux de le voir, du réseau des promoteurs éoliens, du réseau industriel éolien anti-nucléaire qui est au cœur du pouvoir, avec une cartographie de personnalités que j'avais dénoncées et qui sont mises au goût du jour. Et donc, on est dans un contexte particulièrement inquiétant sur le sort d'EDF. Et donc, cette nomination de Luc Rémont, qui vient d'être validée dans sa nomination de président d'EDF, est particulièrement inquiétant lorsqu'on sait tous les personnalités qui sont derrière cette nomination et tout ce qu'il y a dans l'écosystème autour d'EDF. Donc, moi, je lance l'alerte, encore une fois, parce que derrière la question du développement des renouvelables, il y a la dégradation de notre patrimoine nucléaire et il y a la dégradation de notre fleuron industriel qui constitue la société EDF, qui ne doit pas, je le répète, qui ne doit pas faire l'objet de petits arrangements politiciens bassement financiers qui serviront in fine à des objectifs extrêmement graves de campagne électorale. Ce qui est inquiétant dans ce que vous nous développez, Fabien Bouglet, c'est que vous parlez de guerre économique, certes, et de ces associations, Greenpeace, WWF, etc., qui ont, elles, des velléités anti-nucléaires notamment, et en tout cas de destruction d'EDF. Certes, sauf que normalement, on a le politique pour défendre nos intérêts nationaux. Et c'est là aussi toute la question qui se pose par rapport à EDF. Alors, question que l'on va poser dans le deuxième volet de cette table ronde, parce qu'il est 8h pile sur ligne droite, et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Pour en parler, nous sommes toujours avec Guy Delafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'actualité L'investisseur sans costume, et Fabien Bouglet, expert en politique énergétique et auteur de ces 2 livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, et Nucléaire, les vérités cachées également aux éditions du Rocher. Alors Fabien Bouglet, vous parliez de sabotage tout à l'heure et vous avez dit intellectuel. Attention, j'ai pris des notes. Intellectuel, sabotage politique et sabotage industriel. Alors politique, c'est le volet que je souhaiterais qu'on ouvre de ce sabotage, puisque nous savons tous que nous sommes en guerre économique, que certains ont des intérêts contraires à ceux de la France et à ceux d'EDF. Mais comment nos politiques peuvent avoir des intérêts contraires à ceux de notre secteur énergétique? Alors, première question pour Fabien Bouglet, puis je me tourne ensuite vers Guy Delafortelle. Parce que, pour une raison extrêmement simple, c'est que le niveau de patriotisme économique de nos élus est quasiment proche de zéro. Et que nos politiques, prenez François Hollande qui négocie avec les écologistes et qui conduit, in fine, à la baisse de la part du nucléaire et à la fermeture de la centrale de Fessenheim, même si c'est Emmanuel Macron qui l'a acté. Prenez l'accord politique entre Lionel Jospin et Dominique Voynet, issu de négociations avec Corinne Lepage, qui a conduit à la fermeture du réacteur à neutrons rapides Superphénix fin des années 90, début des années 2000. On a une situation où on a un court-termisme politicard, je dis bien politicard, de basse politique, qui conduit à des décisions politiciennes qui ont des impacts sur notre, le fondement des racines de notre pouvoir énergétique qui conduit à notre pouvoir et à notre souveraineté. En quelque sorte,
on devrait avoir une protection, et EDF, qui est notre producteur d'électricité, et donc un producteur d'énergie, qui est le cœur de l'économie et du pouvoir politique, devrait être en quelque sorte préservé de ces enjeux court-termisme politique et ne devrait pas faire l'objet de ces décisions. On devrait avoir un grand bloc. Je rappelle que le plan Mesmer qui fait que nous avons ce système électrique qui produit cette électricité a, Clémence Diakova, 50 ans. Il a été préparé en 1973 et commencé à être déployé en 1974 avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing. Ça a 50 ans. Ça a traversé l'histoire. Ça a fait que la France était devenue ce mastodonte de l'électricité. Et par rapport à ça, des petites gens, des petits politicards qui font de la politicaillerie, hein, je le dis parce que c'est très très grave, on conduit à la destruction de notre mastodonte, on conduit à la perturbation de notre système énergétique nucléaire à cause d'enjeux dérisoires pour avoir des députés, pour avoir un pouvoir à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est au cœur du problème, c'est qu'on a fait du court-termisme et du drame politique, on a fait du court-termisme alors qu'on devait justement préserver ce patrimoine électrique français. Alors, vous avez cité, entre autres, François Hollande. Je rappelle tout de même qu'il y a une commission d'enquête qui s'est ouverte il y a à peu près un mois maintenant, dont le chef de file est Olivier Marleix, donc LR, qui a annoncé donc son intention, à travers cette commission d'enquête, d'établir les responsabilités qui ont conduit à la crise énergétique actuelle. Et dans cette responsabilité, Olivier Marleix et les députés de son groupe estiment que François Hollande, donc, que vous avez cité, et à sa suite Emmanuel Macron, c'est Olivier Marleix qui le dit, portent une très lourde responsabilité dans la situation actuelle, en raison de leur choix. Alors, quel choix ? Et je me retourne vers vous, Guy de Lafortelle. Quelles décisions graves ont pris ces deux notamment politiques, ces deux présidents de la République ? Ils ont pris. Ça se fait à deux niveaux. Ça se fait au niveau de Bruxelles. C'est le fait d'accepter la REN, donc c'est ce fameux prix où EDF vend son électricité à prix cassé. C'était quelque chose qui était impossible à accepter, qui a pourtant été accepté par François Hollande. Et ça, on aurait dû être vent debout. Alors après, vous pouvez expliquer que quand on n'a pas des comptes publics suffisamment propres, on ne peut pas aller à Bruxelles avoir le moindre poids. Donc il y a une très forte responsabilité là. Et au niveau d'Alstom plus précisément, il y a une très forte responsabilité d'Emmanuel Macron, parce que vous n'avez pas le droit de vendre à un champion national comme ça qui fournit vos sous-marins, qui fournit votre porte-avions, qui fournit vos centrales nucléaires. Les turbines qui sont revendues ensuite par Westinghouse dans d'autres marchés. Et ça, il y a déjà énormément de choses qui ont été écrites sur le sujet. C'est que Emmanuel Macron était sans doute aux commandes depuis 2012, bien avant, quand il vient expliquer aux salariés qui ricanent, quand il dit « mais moi j'étais pas au courant », tout le monde sait que c'est lui qui est aux manettes, et que les commissions d'enquête de Olivier Marleix ont montré que dès 2012, ça commence à s'agiter, et qu'on retrouve que dans ce genre d'opération, vous avez des commissions qui sont dantesques, qui sont absolument... c'est-à-dire que vous avez plus de 250 millions de commissions qui sont versées aux banques, aux apporteurs d'affaires, à tout plein de gens. Donc il y a un fric pas possible qui circule là-dedans. Ça, c'est que du côté Alstom. Il y en a probablement autant du côté General Electric qui ont été distribués. Donc ça, c'est des trucs qui vont aux banques d'affaires, qui vont à tout ce milieu-là, et qui ensuite revient pour financer la campagne d'Emmanuel Macron. Ça, c'est très important et c'est très grave parce que... Ça montre le conflit d'intérêts. Un, ça montre le conflit d'intérêts, et deux, ça montre que ça montre qu'on est passé d'une sorte de souveraineté industrielle où on a un capitalisme industriel aux manettes à un capitalisme financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre finaux sont les banquiers, c'est la banque Rothschild, c'est ces gens-là. Alors je sais qu'on n'a pas le droit ici, je ne sais pas, mais de dire que Emmanuel Macron et le pantin de David de Rothschild, et qu'il y a des gens qui se font assommer pour dire des choses comme ça. La réalité est que ce sont bien des banquiers de Rothschild qui ont construit ce champion, notamment à partir de transactions comme celle d'Alstom. Donc ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il n'y a plus du tout de logique industrielle là-dedans, il n'y a plus qu'une logique financière, et une logique financière et aussi une logique atlantiste.
qui est que, parce que ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de se reconstituer un savoir-faire nucléaire. Ils sont en train, ce que vous disiez, Monsieur Bouclet, qu'ils sont en train d'investir massivement à nouveau dans le truc. Et pas que les Américains, d'ailleurs. Fabien Bouclet l'a cité, également la Hongrie, la Pologne, enfin tous ces pays-là qui veulent se doter de cette capacité-là. Et nous, en fait, nous avons le retard de notre avance. Ah oui, là, on n'a plus tout d'avance, on est complètement à la bourre maintenant. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron vient vous expliquer qu'on va fermer 12 centrales, parce que vous comprenez, les mini-réacteurs, c'est vachement mieux. Décalé, oui. Et puis finalement, les mini-réacteurs, c'est pas si bien, on va racheter Alstom. Mais on n'a pas racheté Alstom. C'est un truc qui est très 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 important. C'est-à-dire que pour le moment, on sait que le 10 février 2022, on a une annonce... La grande annonce d'Emmanuel Macron ne s'est pas concrétisée aujourd'hui. C'est pas une vente, c'est un Memorandum of Understanding, c'est un protocole d'accord qui n'oblige pas General Electric à nous revendre. Ça fait un plan pour dire on va essayer, on va le faire, mais ça n'oblige pas de le faire. C'est un truc qui était censé arriver au courant 2023, sur le premier semestre 2023, sauf que bizarrement, depuis le 10 février 2022, il s'est passé 2-3 trucs. Sur le secteur de l'énergie notamment, et le secteur nucléaire, tout d'un coup reprend un vent en poupe absolument majeur, forcément. C'est-à-dire que la Pologne a accéléré, on a parlé de la Hongrie, on pourrait parler de la République tchèque, vous avez bien évidemment la Chine qui a encore 50 réacteurs à sortir, vous avez en Turquie, vous en avez absolument partout, et aujourd'hui, quand vous regardez les rapports un peu... Et nous qui étions le fleuron de cette technologie-là, on va rester sur le bas de la course. Moi, j'aimerais bien voir, j'attends de voir... Tant que les Américains ne nous auront pas refilé les turbines, je suis pas sûr qu'ils le fassent maintenant. Tout a changé depuis, et j'aimerais savoir à quel prix, et j'aimerais savoir... Faut bien voir que là-dedans, on se fait avoir dans tous les sens. General Electric a bénéficié par Bercy d'un schéma fiscal absolument honteux, où vous avez des salariés d'Alstom, enfin ex-Alstom, qui gueulent parce que ils se sont fait siphonner leurs bénéfices. Mais ça, c'est absolument à tous les niveaux. Parce que pas tous les ex-salariés d'Alstom. Certains ont retrouvé une belle place bien dorée et à General Electric. Je pense par exemple au mari de Valérie Pécresse, Jérôme Pécresse, et désormais ont peut-être potentiellement une très belle place à EDF. Ça c'est magique, ça. Jérôme Pécresse qui était donc le président des activités renouvelables d'Alstom, qui devient président de General Electric Renouvelable Mondial, qui est donc un énorme job, qui l'a foutu par terre. General Electric, la branche renouvelable, a perdu énormément d'argent, plus 1,4 milliard si mon souvenir est bon, sur cette branche-là, sachant qu'ils auraient dû en gagner beaucoup. En ce moment, c'est un peu vaguement le vent en poupe. Et donc là, il se fait sortir. Peut-être pour ça qu'il est... Oui. Qu'il est mis à la porte. Ouais, Fabien Bouclet. Si je peux préciser une chose, il faut savoir, et c'est une contradiction que personne n'a relevée, parce que il faut savoir que tous les fabricants d'éoliennes, Alstom, General Electric Renouvelable, Siemens Gamesa et Vestas sont en perte abyssale actuellement. On parlait de 200 à 400 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, l'inflation des matières premières conduit à une explosion du coût de la fabrication des éoliennes, avec en plus les Chinois qui tiennent les terres rares qui sont dans les éoliennes. Et effectivement, ça a contribué à des pertes abyssales. Alors, pour quelle raison Jérôme Pécresse a-t-il été, remercié de General Electric aussi sèchement, ad nutum, comme on dit dans le monde des affaires? Là, l'histoire le dira. Moi, j'ai des informations intéressantes. Est-ce que General Electric a voulu, se couper alors qu'il y a des pertes abyssales? Est-ce qu'il y a d'autres affaires? Là, moi, je n'en dis pas plus. En tout état de cause, il est clair que la nomination de Luc Rémont à la tête d'EDF est un fait politique majeur, et que avec l'article de Marc Candelwed dans Marianne, avec des informations que j'ai pu avoir moi de mon côté, on retrouve encore actuellement autour d'EDF à rôder des noms qui ont été au cœur de l'affaire Alstom. Et je dirais que c'est ça qui est inquiétant. Alors, quel nom ce que vous voulez signifier, c'est que donc il y a encore, par exemple, ce nom de Jérôme Pécresse, et que finalement, c'est toujours un peu la même
la même sphère qu'on On retrouve. a une galaxie. Je fais très attention parce que j'ai fait un tweet sur Twitter il y a quelques jours où j'annonçais que Jérôme Pécresse était susceptible de devenir patron d'EDF, et ça pose pas de problème particulier en termes de diffamation publique. Non. Mais j'ai rajouté quelque chose qui était pas qui pouvait être ambigu. Donc je fais très attention aux termes. Cela étant, bon, moi, on ne me menace pas beaucoup, hein, je précise, parce que les dernières fois qu'on m'avait menacé, c'était un député qui avait menacé qu'on brûle ma maison. Ça a fini avec le rapport du service central de prévention de la corruption. Et quand un autre promoteur éolien m'a actionné en diffamation, il y a quelques années, ça a fini par un livre éolienne, la face noire de la transition écologique, qui a eu un certain retentissement. Donc je préviens les avocats. Ça peut aussi se retourner contre vous, hein, donc ne cherchez pas trop. Hein. Alors là, j'ai fait un repli stratégique concernant cette nomination. Oui, ce que je sais, ce dont j'ai entendu parler, c'est que Jérôme Pécresse pourrait être soit le président d'EDF, être nommé le président d'EDF Énergie Nouvelle, donc des éoliennes, dans le cadre d'un projet Hercule qui n'en dit pas le mot, c'est-à-dire une privatisation de la partie EDF renouvelable. Rappelons que cette partie avait été achetée à Moratoglou, qui était polytechnicien et qui avait donc créé cette société profitant des subventions sur les éoliennes, et que ça avait été racheté par EDF, devenant EDF Énergie Nouvelle et maintenant EDF Énergie Renouvelable, et qu'il semblerait que dans le cadre des projets de Luc Rémont, il y ait la privatisation d'EDF Énergie Nouvelle ou Énergie Renouvelable, dans lequel il y aurait l'intervention de Jérôme Pécresse, sachant que, bon an, mal an, il serait de toute façon dans le business avec l'acheteur de l'entité qui achèterait EDF Énergie Nouvelle et qui pourrait avoir aussi un rôle dans cette entité qui achèterait EDF Énergie Nouvelle. Donc on voit, c'est une histoire de polytechnicien, hein, puisque Moratoglou était polytechnicien, Luc Rémont est polytechnicien et Jérôme Pécresse est polytechnicien. Donc on retrouve des acteurs qui ont été. Luc Rémont lui-même était chez Merrill Lynch quand Macron était ministre. Enfin, il y a tout un processus, et ce qu'on pourrait craindre, et là moi j'ai pas d'informations particulières, mais en tout cas Marc Andelwed le dit sur son compte Twitter, ça pourrait être EDF, une affaire Alstom puissance 1000, c'est l'expression qu'utilise Marc Andelwed. Il ne faudrait pas, et c'est là où il faut vraiment être extrêmement vigilant, qu'EDF soit le joujou de politicards exactement de la même manière que Alstom l'a été. Alstom a été vendu. Et c'est, je crois, ça qui est inquiétant. C'est ça qui inquiète ce député socialiste, et je me réjouis de la qualité de son travail. Je pense que tous les patriotes de tous les camps doivent absolument se réunir pour empêcher un drame incroyable en pleine crise énergétique où, encore une fois, EDF devrait être consolidé. Mais ce qui est intéressant, c'est ce projet Hercule qui, officiellement a été complètement abandonné pour avoir cette très belle annonce d'Elisabeth Borne qui parle de souveraineté énergétique, de souveraineté nationale et donc de nationalisation totale d'EDF. En fait, cette annonce en cache une autre beaucoup moins brillante. C'est bien cela, Guy de Lafortelle. Enfin, c'est le sujet sur lequel il faut bien faire attention. On est dans un monde qui est très bizarre, dans lequel malheureusement tout est sans dessus dessous, et où quand quelqu'un vous dit on va renationaliser EDF, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, le problème c'est que les gens qui font ça le font alors que Bruxelles n'a absolument pas enlevé ses exigences vis-à-vis de Paris, d'EDF, donc les exigences sont toujours là, donc il faut pas croire que, et encore une fois, comme disait M. Bouglé, c'est les mêmes gens qui ont dépecé Alstom. Oui, c'est les mêmes, c'est surtout ça. Rappelons aussi, je le rappelais, que Elisabeth Borne était la même qui menaçait en 2019 EDF. Bien sûr, et plus largement, il faut voir au-delà des rôles de M. Macron et Pécresse, qui en fait sont les gens qui laissent faire, sont les gens qui ont arrêté de lutter pour. Il faut savoir qu'une souveraineté, ça s'accroche, ça va se chercher avec les ongles, quoi. Mais c'est
c'est jamais qu'un très vieux mouvement. Moi, j'aime beaucoup citer, je crois que je l'ai fait justement dans ma chronique, cette phrase du général de Gaulle qui parle, à l'époque, pour parler de l'UE ou de l'Europe de Bruxelles, on dit l'Europe intégrée. Il dit l'Europe intégrée, c'est plus l'Europe, c'est tout autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus étendu, c'est-à-dire géographiquement, dans laquelle vous avez un fédérateur. Et ce fédérateur, il est à Washington, il n'est pas à Bruxelles. Et donc, vous vous rendez compte que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que cette politique de Bruxelles, parce que Bruxelles joue un rôle énorme aussi dans cette affaire-là, ce rôle-là, en fait, il vient servir des intérêts américains qui, à mon avis, font une sorte de plan Marshall à l'envers, où ils sont en train, au contraire, de sacrifier l'Europe à leur grande lutte contre la Chine et à la reconstitution, en l'occurrence, de leur patrimoine énergétique. Mais la grande lutte contre la Russie aussi. Oui, alors à mon avis, c'est la grande lutte avec la Chine surtout. Ça, la Russie, c'est le premier acte. D'accord. Alors, il ne faut pas oublier, je voudrais ajouter Bien sûr. qu'il y avait cette phrase célèbre du président François Mitterrand, qui est reprise, je crois, c'est par Attali dans son bouquin, qui disait que François Mitterrand disait « Nous ne le savons pas, mais nous sommes en guerre avec les États-Unis, une guerre économique, une guerre sans mort, mais une guerre à mort. Bah oui. C'est ce qu'il avait dit, François Mitterrand. Et je crois que il faut bien comprendre. On a des. Je l'ai dit déjà sur cette antenne. Nous avons au pouvoir des gens d'une naïveté confondante, des gens d'une incompétence crasse et complètement dans un système corruptionnel. Oui. Ils ont complètement perdu l'esprit de nation, l'esprit patriotique, et ils sont prêts à laisser dépecer la France à la découpe. Ce sont des liquidateurs judiciaires. Mais Fabien Bouglet, est-ce que c'est de la naïveté? Je ne vais pas vous entraîner un procès, mais est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que ce ne sont pas, comme on a pu le voir avec ces postes qui sont retrouvés, ces primes qui sont récupérées par certains, est-ce que ce n'est pas tout simplement une histoire d'intérêt privé? La logique nationale a été oubliée, chacun pense à ses intérêts privés. Oui, en fait, vous avez raison, mais en fait, je pense que ça part d'un état d'esprit. Quand vous avez un système corruptionnel et que vous avez perdu le sens et l'âme d'un pays, quand vous avez perdu ce qui fonde que vous vous sentez français, hein, à la Ernest Renan, hein, je reprends. Eh bien, il y a un moment, je pense que quand vous perdez l'esprit français ou l'esprit d'un pays, tout est possible. Oui, c'est ça. Vous n'avez plus de barrage corruptionnel. Donc, il y a évidemment cet esprit anti-patriotique, anti-souverainiste et une forme de naïveté, mais qui en fait que vous êtes ouvert à une corruption mondialiste, entre guillemets. Hein. Oui, il y a une forme de trahison. Hein. Je pense qu'il y a des acteurs que je ne citerai pas, mais qui sont dans de l'ordre de la trahison d'État. Ça, c'est évident. Alors, cette trahison, elle est quand même sous enquête aujourd'hui, donc avec cette commission d'enquête d'Olivier Marleix. Ma dernière question, parce qu'Olivier Marleix a fait du très bon travail, on le sait, hein, c'est notamment lui qui a révélé au grand jour l'affaire Alstom, hein, qui a enquêté dessus au niveau parlementaire. En même temps, pour utiliser un terme à la mode, il est membre des Républicains et d'ailleurs, tout comme Valérie Pécresse, femme de Jérôme Pécresse, les Républicains qui dernièrement d'ailleurs refusent de signer, de signer une motion, de voter une motion de censure. Alors quel va être le jeu de ces Républicains qui sont normalement dans l'opposition mais qui n'y sont pas vraiment? Peut-on vraiment faire confiance à ces commissions d'enquête portées par les LR? Alors, une question à chacun. Fabien Bouglet. Ouais, je prends la main parce que c'est un sujet qui est à cœur. La commission, il faut louer la volonté d'Olivier Marleix, qui n'est pas membre de la commission. Hein. Le président de la commission, ça va être Michel Schellenberger. Il faut rappeler qu'être président d'une commission d'enquête parlementaire vous donne le pouvoir d'auditionner les personnes. Donc, c'est vous qui allez orienté. Le rapporteur étant celui qui va donner le retour des travaux et qui est quelqu'un de la majorité. Il faut bien noter que cette commission d'enquête parlementaire a été initiée par les Républicains, mais n'est pas contrôlée par les Républicains puisqu'ils ont un faible nombre
de membres dans cette commission. Il y a 3 ou 4 LR et il y a 5 RN. Hein, donc, et le reste, c'est la Macronie, etc. D'après mes informations, c'est tout à fait intéressant de voir que chacun est en train de se tenir par la barbichette en se disant on va éviter la gauche voulant éviter que le LR dévoile les casseroles et inversement. Donc, le risque, vous avez parfaitement raison, on l'a bien vu avec le contexte actuel, c'est pire. Le LR ne refuse pas de voter la motion de censure. Le LR à l'Assemblée nationale refuse de déposer une motion de censure. Oui. Donc, ils ont peur qu'elle soit votée par le RN et par la NUPES qui conduirait à une dissolution. Oui. On a eu aussi... Et je cite à ce sujet le même Olivier Marleix qui a écrit une tribune, je crois que c'était dans le Figaro, expliquant « Notre responsabilité pour la France n'est pas d'ajouter de l'instabilité au pays ». Voilà ce qu'il avait déclaré. Ah ouais, mais là, sauf que l'instabilité vient du système. Donc, ils aggravent l'instabilité. Enfin, c'est vraiment épouvantable. Et deuxièmement, on pourra constater également que le LR au Sénat pouvait et avait la possibilité de ne pas accepter la nomination de Luc Rémont en commission. Et pour autant, le Sénat a bien validé la nomination de Luc Rémont. Oui, on voit bien qu'il y a une tension au sein des LR sur le sujet de l'énergie, en liaison avec les LR qui rejoindraient Emmanuel Macron, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, et ceux comme Bruno Retailleau, avec lequel j'ai eu l'occasion de dialoguer sur YouTube, qui, lui, reste profondément dans une opposition à Emmanuel Macron. Mais il y a un moment, il faut que les LR choisissent leur camp. Et la question énergétique est au cœur de cet enjeu. Pardonnez-moi d'avoir été trop long. Non, mais c'est très intéressant. Guy de Lafortelle, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que on est passé, on a totalement financiarisé notre approche. Tous ces gens-là, moi, à mon avis, la déroute politique, elle vient du fait qu'il y a une déroute au-dessus d'eux, qui est une déroute financière, qui est qu'aujourd'hui, on estime qu'on va découper des trucs, on va découper des steaks, on va les reficeler, on va les redécouper, et qu'à chaque fois, c'est toujours du travail, c'est toujours des commissions, c'est toujours pareil. Les banquiers, que vous gagnez ou que vous perdiez, ils prennent des commissions, et donc ça marche toujours. C'est toujours cette logique financière. Tant qu'ils redécoupent, ça leur fait gagner de l'argent. C'est ça. On va découper, on réassemble, on fait ça, et puis c'est rigolo, et puis chacun prend sa part là-dessus, et surtout de se dire que il y a cette espèce de suprématie financière qui crée la valeur. Et c'est faux. Et on est en train de se rendre compte que éventuellement cette espèce de rideau de fumée financier est en train de tomber. Les banques centrales sont absolument incapables de contrôler l'inflation. Les sous-bassements du système financier sont en train d'avoir très 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 mal, et sont probablement en phase terminale. Et c'est vraiment de céder comme ça à la pression financière et cette vision financière, on se rend compte, mais non, on en revient toujours au réel, il faut revenir au réel, et que le risque d'être à ce point en retard dans cette manière de faire, le risque, c'est qu'on va se faire emporter, parce qu'il faut absolument revenir au réel et à l'industrie. Oui, eh bien, on peut toujours espérer. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment très intéressant, cette table ronde enrichissante sur le secteur énergétique et le niveau de la France aujourd'hui. Nous étions donc avec Guy de Lafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'actualité L'investisseur sans costume, et Fabien Bouglet, expert en politique énergétique et auteur de ces 2 livres, Éolienne, la face noire de la transition écologique, et Nucléaire, les vérités cachées, les 2 aux éditions du Rocher. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.